Dans cette deuxième application, nous allons calculer le champ magnétique et le mouvement d'une particule chargée dans une bouteille magnétique. Donc une bouteille magnétique très simple ici qui sera formée de deux boucles telles que celles dont on a calculé le champ magnétique dans l'application précédente. Ces deux boucles sont de rayon 1 mais sont séparées d'une distance d égale à 2 le long de l'axe des z. Autrement dit, l'une des boucles va être située par exemple à z égale moins 1, l'autre toujours dans le plan xy. L'autre boucle sera située à z égale plus 1, toujours dans le même plan. Donc ces deux boucles partagent le même axe des z. La valeur du champ magnétique pour une boucle simple située à z égale 0 est déjà contenue dans les fichiers qu'on a calculés précédemment, donc bx.dat, by.dat. Donc on va lire ces fichiers et faire une translation du point d'observation, bien sûr, pour disposer ces boucles à un endroit différent. Donc encore une fois, on va rester dans le plan XZ pour l'observation. Donc on va calculer, on va définir ici des valeurs pour des tableaux pour X et Z, exactement comme ce qu'on a fait dans l'application précédente. C'est important encore une fois que ce soit la même chose, puisqu'on lit les données qu'on a calculées précédemment. Donc on va importer les tableaux BX et BZ. Ensuite, dans le but d'avoir à notre disposition une valeur du champ magnétique partout dans le plan XZ, enfin dans le domaine qu'on a défini, et non seulement sur une grille, nous allons définir des fonctions d'interpolation qui permettent de calculer le champ magnétique partout dans ce domaine. Donc on va utiliser la fonction interp2D qu'on a déjà vue, avec donc comme argument les tableaux en x et en z et les valeurs de bx. Donc c'est très simple. Ces fonctions fbx, fbz vont jouer le rôle, enfin nous permettre de calculer de manière approximative les composantes du champ magnétique partout dans le domaine d'intérêt. Donc ensuite, nous allons calculer donc le champ magnétique qui est un vecteur dans le domaine étudié, donc avec cette fonction B de R. R est le vecteur position x, y, z. On va supposer maintenant qu'on a affaire non pas simplement au plan xz, mais à un volume, donc qui serait un peu comme l'intérieur d'une boîte de conserve, et que les valeurs de x, de y et de z sont quelconques dans ce volume. Donc le fait que fbx et fbz nous donnent la valeur du champ magnétique dans le plan xz seulement n'est pas un obstacle, puisque cette fonction est tout à fait invariante par rotation autour de l'axe des z. Donc on peut vraiment avoir une valeur quelconque dans, à l'intérieur de ce cylindre. On commence par définir ici une coordonnée radiale plane qui est en fait donnée par les deux premières composantes du vecteur position, donc x et y. On va supposer que le champ B, que je désigne par B minuscule ici, est initialisé comme étant un vecteur à trois composantes. La composante en Z du champ B serait donc donnée ici par la superposition obtenue des deux anneaux. Donc on aura ici FBZ qui va être évalué à R, donc à x et y, mais en quelque sorte R ici est la norme c'est la coordonnée radiale, donc bien sûr quand on est dans le plan xz c'est comme la valeur de x, et donc le résultat qu'on a déjà calculé est en réalité en fonction de la coordonnée radiale plane, donc la coordonnée R en coordonnée cylindrique. Donc on calcule FBZ à la coordonnée R et à la valeur de Z donnée par R de 2, donc Z qui est ici, plus D sur 2 dans un cas et moins D sur 2 dans l'autre cas. Autrement dit, on fait une translation pour avoir, à partir de cette fonction qui donne la composante en Z pour une boucle située à Z égale 0, pour avoir l'équivalent pour une boucle située à moins D sur 2 et à plus D sur 2. De même, la composante radiale
du champ magnétique serait donné par la fonction fbx. Encore une fois, on fait la même superposition. Et dans le but d'avoir la composante en x et en y du champ magnétique, on va simplement multiplier cette composante radiale par les cosinus et sinus associés aux coordonnées x et y. Donc c'est l'équivalent de R0 sur x et R1 sur, R0 sur R, excusez-moi. Donc en fait x sur R et y sur R. Voilà. Donc on retrouve ici donc les trois composantes du champ magnétique. On va terminer ici, quoique ce ne soit pas la partie essentielle du programme, par faire un graphique du champ. Donc on va encore une fois faire un graphique à l'aide de Streamplot. Donc on va se construire ici des tableaux qui nous donnent les composantes Y et Z du champ. On peut se placer encore une fois dans le plan XZ. Donc on fait quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qui a déjà été fait. Donc c'est inutile de répéter tous les détails qui sont ici. On a défini des limites en Z et en Y. D'accord? Donc on va de moins LZ à plus LZ, moins LY à plus LY. Ensuite, on applique la fonction B à chacun des points du tableau des valeurs de Y et de Z, et on obtient pour chacun de ces points-là une valeur de BY et de BZ qu'on peut ensuite porter dans la fonction streamplot, avec donc les arguments suivants Z, Y, BZ, BY. Dans ce cas-ci, Z est le long de l'axe horizontal, Y le long de l'axe vertical. Donc si on évalue ce programme, on obtient ceci. D'accord, on a bien sûr fait attention, remarquez ici, on a aussi voulu montrer, et c'est ce qui est fait ici, on a voulu, dans cette ligne, indiquer où sont les coupes des anneaux, enfin des boucles, pour pouvoir les localiser visuellement plus facilement. Donc on obtient les lignes de champ suivantes. C'est une véritable bouteille magnétique, au sens que on a ici à gauche la coupe du premier anneau, à droite la coupe du deuxième anneau. Les lignes de champ ont une espèce de renflement entre les deux. Et ce renflement, c'est ce qui fait en réalité que c'est une bouteille magnétique, c'est-à-dire qu'une particule chargée peut être prisonnière de cet espace. La deuxième étape du carnet, c'est l'animation du mouvement de la particule chargée. Donc, encore une fois, on doit faire un peu de répétition ici et relire les valeurs, redéfinir les fonctions d'interpolation qu'on a définies plus haut. Donc ça, c'est strictement répétitif. Donc, toute cette partie est répétée du calcul précédent. Et ça nous donne, l'important, c'est que ça nous donne une valeur du champ magnétique, un vecteur en fonction de la position. Et maintenant, on doit définir un système d'équations différentielles qui retourne donc les dérivés du problème. Alors, quelle est la nature du problème ici? On a un problème qui est tridimensionnel, le mouvement d'une particule en 3 dimensions. Donc, on a 3 composantes pour la position de la particule, 3 composantes pour sa vitesse. On a donc 6 variables. Donc, on initialise le vecteur des dérivés ici à 0. On sait que la dérivée, donc en fait l'accélération, sera proportionnelle ici au produit vectoriel de la vitesse, qui est donc donnée par les composantes 3 à 5 du vecteur x, par le champ magnétique, et le champ magnétique B est évalué, c'est une fonction ici qui est évaluée à la position de la particule, donc les composantes 0 à 2. Donc, ceci nous donne l'accélération, c'est la force en fait, mais on suppose que la masse est égale à 1, et la charge est égale à 1 aussi, bien sûr, et on obtient de cette manière l'accélération, et de même, la dérivée des 3 premières composantes est simplement donnée par les composantes de la vitesse, et donc on retourne ce vecteur vec, ici, c'est assez simple. On choisit les valeurs initiales, donc une position 0.2 en x, 0 pour les autres composantes, et une certaine vitesse, une vitesse qui est principalement en y, mais qui a une composante en z non nulle. On peut jouer avec ça. Et encore une fois, on va tracer la trajectoire, comme on l'a fait pour le mouvement des planètes. Et donc on a ici une initialisation de la figure, dont je n'irai pas dans le détail, puisque c'est exactement ce qu'on a déjà fait.
Et de même pour la fonction run qui est utilisée dans l'animation. Donc je passe les détails encore une fois. Ça peut être du copier-coller par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et je vais me contenter de rouler cette animation. Donc il faut bien sûr que d'accord, j'ai déjà lu tous les fichiers nécessaires. Je vais simplement appuyer sur Run et on voit ceci. Alors ce que l'on voit bien sûr, c'est uniquement une projection du mouvement. Le mouvement en réalité est tridimensionnel et on l'a projeté dans un plan. Le plan qui contient l'axe des Z et qui contient aussi l'axe des X. Donc ce que l'on voit, c'est on peut recommencer ce mouvement, d'accord? Je peux augmenter le temps de simulation et je vais changer les valeurs initiales pour démontrer mon point. C'est-à-dire que je vais commencer avec une valeur de vitesse dans la direction Z qui est plus petite, donc 0.2. Je fais le calcul. Donc j'ai ici une trajectoire qui, en fonction de Z, oscille entre les extrémités. Okay. Donc évidemment, 0 ici, c'est le milieu de la bouteille. La particule est bel et bien prisonnière de cette bouteille. Elle effectue un mouvement qui est quasi hélicoïdal, donc ici qui est projeté sur le plan XZ encore une fois. Mais ce mouvement hélicoïdal serait parfait dans un champ uniforme, vu que le champ n'est pas uniforme. La particule est réfléchie aux extrémités ou proche des extrémités de la bouteille en raison de l'inclinaison des lignes de champ. Il y a une limite à ce pouvoir de réflexion, donc si la vitesse ici est trop grande, il y a le danger que la particule va simplement sortir. Et ici, par exemple, on semble l'avoir carrément perdue. Elle est sortie de la bouteille. Donc on ne la reverra plus. Et donc on a ici utilisé une valeur de 0.8. Si on utilise 0.7, on a des chances de la récupérer. Peut-être je vais attendre que ce temps de calcul, ce temps de simulation soit terminé. Voilà, et je vais rouler le calcul encore une fois avec cette valeur différente. Et là, ici, on a la chance. Donc 0.7 est une composante en Z de la vitesse suffisamment petite pour que la particule puisse être réfléchie aux extrémités. Voilà, donc c'est le principe du confinement magnétique dans son expression la plus simple ici. Je vous remercie de votre attention.